On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Jour de la Terre à Saint-Jean-sur-Richelieu qui sera célébré ce samedi par une marche qui va commencer à 13 h au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va se rendre jusqu'à l'hôtel de ville pour revenir ensuite au cégep. Évidemment, il y aura le port du masque et la distanciation, mais on va célébrer le Jour de la Terre. Restons dans le domaine de l'environnement. Parlons de la coalition Saint-Luc qui milite depuis quelques années maintenant pour la préservation des terrains de golf. C'était un sujet lors de la dernière campagne électorale et ce sera probablement encore une fois un enjeu de la prochaine campagne électorale. Dès qu'on parle de développement, on parle de l'avenir des terrains de golf et principalement dans le secteur Saint-Luc où il y a l'ancien golf de la mairie et l'actuel golf des légendes, sans compter aussi un autre terrain qu'on veut développer, qui n'est pas un golf en tant que tel, mais c'est du développement quand même. Bref, faisons le tour de la question et de ce qu'en pensent aussi certains citoyens, notamment ceux qui font partie de la coalition Saint-Luc. Avec nous pour en parler, Stéphane Lamar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, M. Latour. Tout d'abord, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est la Coalition Saint-Luc. La Coalition Saint-Luc, en fait, c'est un regroupement de citoyens qui a vu le jour au printemps 2018 avec le citoyen Robert Guinta, qui était en fait plus pour un volet information et vigie avec ce qui avait été, je vous dirais, discuté lors de la campagne électorale de 2017, mais également avec ce qui a été proposé au niveau de l'information qui a été donnée aux citoyens en mai 2018 lors de rencontres citoyennes avec le conseiller du district, M. Marco Savard. Donc, c'est sûr qu'avec les informations qu'on avait eues à l'époque, en mai 2018, les citoyens avaient vu que le développement des golfs était beaucoup plus avancé qu'on pouvait le penser. Puis ça avait pris naissance. Si je retourne un petit peu dans le temps, M. Latour, ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a eu certaines bribes d'informations ici et là, sauf que si on retourne dans le temps, il ne faut pas oublier qu'au début 2010, l'administration municipale avait approché le propriétaire du club de golf des Légendes parce qu'il y avait un projet à cause de la servitude que la ville possède pour au niveau des infrastructures pour se rendre jusqu'au chemin Saint-André. Il avait été question de dire, M. Morin, quel est votre plan d'avenir pour le golf? Parce qu'éventuellement, on va devoir amener les services jusqu'au chemin Saint-André parce que les services sont à pleine capacité à cause du développement, entre autres, de la rue Théodore-Béchard. Alors, il y a une réflexion de fait par M. Morin à cette époque-là et il y avait deux possibilités. C'était soit de garder les 18 trous ou d'y aller avec une transformation. Bon. L'avenir des terrains de golf, en soi, c'est même un enjeu pan-québécois parce qu'il y a moins de joueurs, parce qu'on l'a vu même ici, le club de golf qui était privé, maintenant accessible au public, là, dans le cas de Saint-Eugène, avec des dettes et tout ça. Donc, on voit qu'il y a comme un enjeu par rapport aux terrains de golf. En même temps, ces terrains-là, ils sont zonés golf. Oui. Et je me mets là, dans la peau du citoyen qui a acheté une maison dans les légendes puis qui dit, moi, en arrière, j'ai pas de voisins, c'est le golf. Oui. Donc, ma maison, elle a une valeur X. Oui. Parce qu'il n'y a pas de voisins. Donc, c'est sûr que demain matin, si tu mets un voisin en arrière, ma maison va peut-être changer de valeur. Bref, on change le topo de la situation. En même temps, vous me corrigerez, j'ai toujours compris que s'il y avait un changement de zonage, ultimement, c'est les riverains qui ont droit de vie ou de mort sur le projet. Oui, la procédure au niveau référendaire existe toujours, sauf que en continuant suite à la réponse qui était favorable, même à la même vision de la ville de transformer le club de golf des Légendes en écoquartier, il y a eu un vaste travail de planification qui a été fait en 2015 de la part du service d'urbanisme de la ville. Et ils ont fait un projet vraiment global, là, du club de golf de la mairie jusqu'au club de golf des Légendes, en incluant le terrain de la fameuse terre à boucher, le terrain de M. Poirier. On s'est dit, si on développerait tout ce secteur-là, à quoi on pourrait s'attendre? Et la prévision a été faite. Il y avait près de 1600 portes supplémentaires qu'on pouvait ajouter au quartier qu'on appelle, je vous dirais, le secteur qui appelle des bergères des échevins. C'est un peu ça le nom qui est donné. Là, on parle de 1600 portes. Et dans ce projet-là, au final, on parlait de conserver. Donc, avec un parc, un écoparc, c'est un terme très à la mode d'ajouter le mot éco devant des quartiers, devant des parcs, et de conserver 15 du couvert forestier de tout ce secteur-là. Alors, si vous allez cet après-midi avec Google Maps faire une vue d'ensemble, de regarder au niveau des boisés, ce qu'il y a là, on en conservait 15 seulement.
C'est pour ça que les citoyens, ils ne sont pas contre le développement, loin de là, ils ne sont pas réfractaires au développement. Ils sont réfractaires au fait de dire à 4 à 6 du couvert forestier à Saint-Jean-sur-Richelieu. On paie déjà depuis 2015, les citoyens, on était la première ville, puis on est peut-être encore, sinon la seule, à payer une taxe de conservation qui sort autour de 3 millions par année des poches des contribuables. Peut-on arrêter de toucher à la partie boisée des golfs? Selon vous, est-ce qu'il est possible de développer une partie de ces terrains-là sans qu'on touche au couvert forestier? Bien, avec les plans qui ont été soumis, et c'est ce qui a fait vraiment briser le lien de confiance en mai 2018, quand M. Savard a présenté le projet, quand on a vu juste le premier projet de 225 maisons dans le corridor de la rue de la Bergère, donc pour aller au Golfe des Légendes, jusqu'à l'autoroute 35. On parlait d'un projet, puis c'est toujours sur la table, de 225 maisons. Donc, on parle d'étalement urbain et non de densification. Et ce couvert, le couvert forestier qu'il y a à cet endroit-là, c'est 13, à peu près, pas 13, mais 1/3%, on va dire, de la friche, et le restant, c'est du boisé mature. Est-ce qu'on doit faire une distinction entre le golfe de Saint-Eugène, l'ancien golfe de la mairie, le golfe des Légendes, ou même la terre à boucher qui est entre les deux? Oui. Est-ce qu'on doit regarder ça dans un tout ou s'il faut regarder ça à la pièce? Moi, je vous dirais que le cas du club de golf de Saint-Jean, il y a eu des consultations publiques, les gens ont pu s'exprimer. On a vu à la fin, sans être, je ne me suis pas tant impliqué au niveau du club de golf de Saint-Jean. Il y avait beaucoup au niveau des services par rapport à la capacité, au niveau de l'eau, l'aqueduc. Fait que ça, je crois que ça l'a mis un petit peu un frein. Mais si je me rapporte au niveau de Saint-Luc, il ne faut pas oublier que le golfe des Légendes et le club de golf de Saint-Jean est toujours en opération. Je ne suis pas dans les finances de ces deux clubs-là pour les propriétaires. Est-ce qu'ils sont rentables ou pas? Je sais qu'en 2020, ça semble avoir été une année exceptionnelle. Je parle pour les Légendes, de 6 heures le matin jusqu'à 20 heures, on avait de la clientèle. Donc, je crois que le club de golf est rentable. Mais au niveau spéculatif, puis je ne peux pas rien reprocher à M. Morin, il n'y a pas personne qui peut rien lui reprocher. Lorsqu'il a fait la réflexion de dire, bien, si jamais on va avec un développement sur mon terrain, qui est zoné golf, si on le dézone, bien, puis présentement, avec ce qu'on voit au niveau immobilier, le spéculatif, la valeur de ce terrain-là pour M. Morin est extraordinaire, puis je peux le comprendre. Mais je reviens à ce que je disais au début. Mais ultimement, s'il y a un projet formel qui est déposé puis que les citoyens sont contre, bien, il y aura ultimement un référendum ou même la Ville va retirer le projet. Je veux dire, ça revient à ça. Les riverains ont droit de vie ou de mort sur les dézonages de ces terrains-là. Oui, ça, c'est. Vous avez exactement Donc, les promoteurs raison. sont condamnés à aller chercher l'acceptabilité sociale. Oui, de beaucoup. L'acceptabilité sociale, elle est là. Ça dépend toujours de la façon dont le présenter. Je sais que M. Savard tient beaucoup à aller en consultation publique. C'était déjà prévu en 2015 dans la grande réflexion que la Ville avait faite à cette époque-là. Consultation publique. Et dans ce plan-là, cette planification-là, M. Latto, on parlait d'ouverture des premières rues en 2018. Donc, si ça avait été de l'avant, les promoteurs étaient déjà pas identifiés, mais le programme particulier d'urbanisme était déjà pensé au niveau des règlements. Donc, être capable de voir, puis un programme particulier d'urbanisme, ça touche le zonage. Ouais. De quelle façon on le présente aux citoyens? Quels sont les pouvoirs pour s'assurer que par un programme particulier, on ne vient pas mettre de côté la possibilité de se servir d'un référendum. Il y a tout ça à faire attention. Selon vous, est-ce qu'on devrait maintenir, de dire garder le zonage golf pour ces terrains-là? Ou est-ce que ultimement, d'autres proposaient de dire à la Ville devrait l'acheter puis de rendre cet espace-là, disons, disponible au public? Mais encore là, ça coûte des sous d'acheter ces terrains-là. Là. C'est un choix de société de le faire ou non. Qu'est-ce que vous souhaitez au juste pour ces terrains-là? Bien, la vision de la coalition Saint-Luc, M. Latour, a toujours été de dire gardons les terrains avec le zonage qu'ils ont présentement. Les quartiers se sont développés autour de terrains de golf. Puis même le club de golf de la mairie, même s'il n'est plus en activité, M. Baillargeon, qui en est propriétaire, bien, lui aussi, éventuellement, si on parlerait d'un dézonage avec le
le projet global que la Ville avait fait. Je peux comprendre que financièrement, il y a du travail, il y a des choses qui peuvent aller chercher. Mais nous, ce qu'on demande, c'est de dire, gardez-les comme golf. On ne demande pas à la Ville d'acheter ces terrains-là. Ils sont fonctionnels en termes de golf, comme je vous dis, à part du boisé de la mairie. Mais gardons le zonage actuel. On ne demande pas à la Ville de dire, mettez de côté des développements zonés résidentiels pour acheter ça, on va planter des arbres. C'est pas ça qu'on veut, M. Latour. Et la terre à boucher dans tout ça, parce que ça, la terre à boucher, c'est pas un boisé. Là. Non. C'est même à la limite, comme le disait Luc Poirier lui-même, bon, il ne fait pas dans la dentelle, mais il dit, écoutez, c'est zoné cour à scrap. Là. Demain matin, on peut remettre une cour à scrap si on veut. Là. Oui. C'est pas ça qu'on veut comme citoyen. Là, mais... Exactement, mais le projet de M. Poirier, c'est du concret. Les plans sont là et on le voit au niveau de la vision des promoteurs. Les promoteurs voient gros, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça, puis je peux comprendre M. Poirier, mais on en a parlé, ça s'est parlé un petit peu dans les dernières semaines. Il y avait une phase 2 qui, là, devrait être présentée au courant du mois de mai aux citoyens, mais à l'automne, on a présenté la phase 1 et la phase 2, elle était déjà là. Et la phase 2, on vient rajouter tout près de 250 portes, mais surtout au niveau d'immeubles, des blocs, des immeubles à logement 3-4 étages. Et ce qui vient, moi, je crois le point important, M. Latour, c'est que autant Mme Bouchard récemment, M. Savard, quand il mentionne qu'il y a des compromis à faire, les compromis, oui, il y en a à faire au niveau des citoyens, mais en 2021, dans le secteur Saint-Luc, là, les deux seuls compromis que les citoyens, respectueusement, on aura à faire, étant donné qu'il y a eu beaucoup de couverts forestiers dans les dernières années qui ont disparu à Saint-Jean, c'est de dire, est-ce qu'on veut aller en densification avec le projet de M. Poirier, sa phase 2? Parce qu'on comprend qu'au niveau de l'urbanisme, entre le quartier des Légendes et de la mairie, c'est des maisons unifamiliales. Est-ce qu'au niveau de l'acceptabilité sociale, on pourrait aller en densification pour amener une assiette fiscale raisonnable à la Ville, à M. Poirier? Et en même temps, l'autre compromis qui est très important, on parle de la fameuse école. Si la fameuse école, là, c'est noble de penser à une école, les enfants en ont besoin, c'est pas normal que des enfants... Il y a un problème de desserte scolaire à Saint-Luc. Absolument. Donc, ça, le compromis, est-ce qu'on pourrait utiliser un des terrains que les citoyens demandent à ce qu'il soit conservé pour bâtir une école? Je pense que ça pourrait être raisonnable dans le terme compromis de faire ça, parce que l'étalement urbain, le projet de la Ville de 2015, M. Latour, encore une fois, c'était de l'étalement urbain. Vous parlez d'assiette fiscale parce qu'au final, on comprend, il y a comme une pression financière. Les villes ont besoin de davantage de revenus. Oui. Bon, la Ville a toutes sortes de projets, la passerelle, justement, sur la 35, acheter des boisés, le plan de conservation. Là, il y a un projet d'une piscine pour le club de natation de 50 millions. On a besoin d'une piscine au parc Ronald-Beauregard. Bref, l'asphaltage des rues à l'Acadie et à Saint-Athanas. Donc, bref, la Ville a plein de projets qu'elle aura besoin de financer. Donc, il faut augmenter les revenus de la Ville. Absolument. Est-ce qu'on comprend que le secteur Saint-Luc a un potentiel de revenus, peut-être, pour la Ville? Un potentiel de revenus, mais d'ailleurs, pas plus tard que samedi, j'ai vu d'un agent immobilier très en vue à Saint-Jean un terrain de au-dessus d'1 million de pieds carrés, là, à une valeur de 7,5 millions à vendre sur le Grand Bernier. Et on parle de résidentiel et commercial, là, dans le coin de la boucherie du Grand Chef, dans le coin de la clinique dentaire. Il y a du potentiel. Oui, il y aurait quelques maisons probablement à racheter, mais il y a un potentiel et les citoyens ne sont pas contre. Ils sont réfractaires à dire, est-ce qu'on peut, en dépensant, en ayant de l'argent de nos taxes à hauteur de 3 millions par année pour un plan de conservation, est-ce qu'on peut arrêter de toucher aux 4 à 6 % restants, alors que je ne suis pas le premier à le dire. Norme gouvernementale, on parle de 14 à 17 % qu'on devrait garder comme couvert forestier dans une ville, et là, on parle même d'y aller à la hausse. Je vous le dis, c'est insensé de penser toucher encore au boisé à l'heure actuelle, en 2021, avec ce qu'on paye d'une poche, pas le perdre de l'autre. Et encore une fois, ça va avec la qualité de vie. On a besoin des îlots de chaleur. On n'en a plus besoin de ça, M. Latour. On verra la suite, mais j'ai comme l'impression que ça fera partie des enjeux de la prochaine campagne électorale. Effectivement. Et que les citoyens auront à se prononcer encore une fois. Mais en même temps, on verra aussi l'avenir, si les projets finissent par se concrétiser ou non. Et là, on verra bien sûr ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Simon Bédard de Hockey Le Magazine en première partie. En deuxième, le combattant joannais Michael Dufort est avec nous. Qui risque d'avoir peut-être besoin de nous autres, On François. l'espère. Ouais, manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Pandémie ou pas, c'est le jour de la Terre. Il faut bien sûr célébrer et surtout marcher, parce qu'à chaque année, il y a souvent, à ce moment-ci de l'année, une grande marche qui s'organise. Et il y en a une, d'ailleurs, ce samedi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont le départ s'effectue à partir du Cégep à 13h. Deux invités pour en parler. D'abord, en studio, Rachel Lecomtois. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, à distance, parce que notre protocole sanitaire permet qu'une seule personne en studio, on rejoint via Zoom Mme Marie-Noëlle Prudhomme. Bonjour et bienvenue. Allô. Bonjour. Rachel, expliquez-nous un peu de quelle façon ça s'organise cette année, le Jour de la Terre à Saint-Jean. Bien là, ce qui est spécial cette année, c'est qu'on s'est ralliés entre différents groupes environnementaux. Fait que, par exemple, il y a moi qui fais partie de la Trovette Montérégie, il y a le Centre de femmes du Haut-Richelieu, il y a Mère au front, le mouvement écologique du Haut-Richelieu et, mon Dieu, Boisé, SOS Boisé de la Pinette. Et je ne voulais pas en oublier. Donc, tous ces mouvements-là, ces groupes-là, on s'est mis ensemble pour préparer cette marche-là. Et vraiment, une belle gang motivée. Bon, parce que pandémie ou pas, je veux dire, on a encore le droit de marcher dans la vie, Mme Prudhomme. Donc, les gens sont invités là, à se manifester et à être présents et à marcher. Là. Absolument. Avec un masque, puis on garde nos distances quand même à 2 mètres. Là, mais oui, effectivement, puis ils peuvent apporter leur pancarte avec leurs revendications, là, ce que eux leur tiennent à cœur au niveau de l'environnement. Tout à fait. Bon, je vois que vous portez aussi le petit truc vert avec vous. Qu'est-ce que ça Le signifie? Oui, c'est le cœur équarri de Mère au front. Dans le fond, ça veut dire que je suis une membre de Mère au front. Tout le monde, c'est vraiment un regroupement qui est complètement inclusif, qui est sans but lucratif, qui donne espoir puis convie à l'action. Bon. Le Jour de la Terre, ça signifie quoi? Qu'est-ce que les gens doivent retenir et penser de ce que ça veut dire, de ce qu'on veut sensibiliser à ce moment-ci de l'année? Bien, je pense que c'est à quelque part, comme humain, on n'est pas indépendant de la nature. On a tendance un petit peu avec notre mode de vie de penser qu'on est séparé de la nature, mais on dépend tellement d'elle, puis c'est en prenant soin de la nature qu'on assure un avenir à nos enfants, puis aussi aux personnes plus défavorisées de notre société. Parce que avec les changements climatiques, c'est ces personnes-là défavorisées en premier qui vont être touchées par... déjà qui commencent à être touchés. Là, on le voit avec, par exemple, les vagues migratoires à cause de la montée des eaux. Ici, bien, les gens qui sont... Pendant les canicules qu'on a vécues, par exemple, l'été passé, déjà, mai, juin, il faisait très chaud. C'est les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un air climatisé, par exemple, qui vont suffoquer de chaleur dans leur appartement. Donc, c'est ça, c'est de prendre soin de ce qu'on veut laisser en héritage. Bien, les changements climatiques, en tout cas, moi, certains diront que c'est peut-être pas scientifiquement prouvé, mais je prends l'exemple d'aujourd'hui, là. Il a neigé là, ce matin, au moment d'enregistrer l'entrevue. Puis il y a une semaine, on était en short, puis les gens partaient de leur piscine. Là. Oui. Donc, Mme Prudhomme, les changements climatiques, je veux dire, ils sont là, ils sont réels, ils existent. Là. Absolument. En fait, c'est vraiment 1,5 degrés Celsius qui a augmenté là, depuis les années. Puis ça, c'est problématique, en fait. Ça crée des îlots de chaleur. Puis même, on a réalisé qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a des îlots de chaleur. Ces îlots de chaleur-là, bien, ça crée des problèmes cardio-respiratoires, des problèmes neurologiques, des problèmes respiratoires. Puis ça, bien, tant qu'on continue à déboiser, tant qu'on continue, ça va être vraiment spécifiquement à Saint-Jean, on a quelque chose à faire. Là. En ce moment, on a 1,6 %
de nos boisés qui sont protégés. Okay? Juste pour te faire un petit comparatif, là, à Longueuil, là, ils ont 18 des boisés qui sont protégés. À Granby, ils sont à 28 Le minimum là, pour le provincial, c'est 17 des boisés. Puis à Saint-Jean, nous, on a juste 1,6 qui est protégé. Et ça, c'est malgré la mise en place du plan de conservation. Autrement dit, c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. La mise en place, je pense qu'elle a été faite en 2009, du plan de conservation. Mais c'est plus actuel, en fait. Ils ont tu sais, quand ils ont rasé le boisé Douglas, moi, je manifestais pour le boisé Douglas avec mon petit bébé là, qui a maintenant 12 ans. Là. Puis, ils ont voté des amendements pour pouvoir les développeurs, tu sais, pour favoriser les développeurs à Saint-Jean. Oui. Mais est-ce que ça démontre aussi la position géographique de Saint-Jean, qui est comme dans la deuxième couronne, mais qui est forcément aussi dans une zone où on veut densifier, mais de l'autre côté, il y a aussi le fameux étalement urbain qui nous guette et qui est déjà un peu amorcé, Rachel? Il ne faut pas mettre de côté notre qualité de vie. On le voit avec la pandémie, on redécouvre un petit peu la marche. Puis, ça a autant des effets bénéfiques sur notre santé physique, mais sur notre santé mentale aussi. Santé physique, on parle autant au niveau de contrer un peu la sédentarité, mais aussi au niveau de la qualité de l'air, justement de réduire les îlots de chaleur. Fait que ça a plein de bénéfices, puis il ne faut pas mettre ça de côté, justement. Là. Ouais, parce qu'on parle d'électrification des transports. Là, il y a eu beaucoup de télétravail. Ça a amené peut-être aussi moins de déplacements. On verra évidemment à post-pandémie ce que ça va donner. Mais, Mme Prudhomme, effectivement, l'étalement urbain dans une zone comme Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quand même assez majeur. Là. C'est vraiment problématique. Puis, tu sais, les déversements d'égouts en ce moment, là, que, tu sais, ils ont fait, là, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore un déversement d'égouts dans la rivière. Mais c'est vraiment parce que les infrastructures à Saint-Jean sont insuffisantes. Ils ne peuvent plus accepter de nouvelles maisons. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Mais ils continuent, tu sais, en ce moment, là, il y a des projets sur le SOS Boisé-Lapinelle, sur le... Pas SOS Boisé-Lapinelle, mais sur le Boisé-Lapinelle, celui à l'île Saint-Hérax. Puis sur aussi celui au golfe de Saint-Jean, il y en a des projets, tout ça. Là, puis dans le fond, là, au mois de février, quand ils ont voté, les élus du conseil, ils ont voté pour un moratoire. On était contents qu'ils disent oui au moratoire, mais ils ont aussi voté pour un amendement qui permet de continuer à déboiser ces endroits-là. Ouais. On a créé avec Mères au front puis avec les différents regroupements une pétition pour justement protéger toutes ces boisés-là. Effectivement, là, sur change.org, vous pouvez retrouver la pétition qui protège les boisés et les espaces verts à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et donc, cette marche du Jour de la Terre, c'est un peu donc pour sensibiliser, mais vous exprimer par rapport aux enjeux nationaux, mais les enjeux locaux, dont ceux dont vous faites mention, d'autant qu'il y a une campagne électorale dans les prochaines semaines qui est déjà un peu amorcée en prévision de l'automne prochain. Donc, c'est le bon moment de s'exprimer? Oui, puis c'est ça, la pétition, on va avoir des codes QR là, sur nos pancartes. Les gens vont pouvoir scanner pour aller signer la pétition en ligne. Elle est déjà sur Internet, donc si vous voulez aller la signer tout de suite, elle est là, elle est disponible. Fait que c'est ça, pendant la marche, on va avoir ces pancartes-là. Et Mme Prudhomme, qu'est-ce qu'elle demande, cette pétition, au juste? De protéger complètement. C'est complètement là, les espaces verts, puis pas juste les boisés, là, vraiment les milieux naturels et les espaces verts, parce qu'on veut vraiment que les golfs aussi soient protégés. Donc, que le moratoire soit immédiat et total. Parce qu'au début, je pense que c'est le mouvement écologique qui avait demandé un moratoire. Puis on dit oui, on va prendre un moratoire, mais là, on veut qu'il soit total. On ne veut pas d'amendement. Bon, on disait pour la marche, évidemment, les gens vont avoir le masque, vont garder leur distance. Vous voulez que ça se déroule de quelle façon? Donc, le départ est à 13h au cégep, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? À 13h, on attend les familles, les couples, peu importe les gens qui veulent venir à la marche. On va faire un dessin collectif avec les enfants à la craie, donc apportez vos craies là, pour faire ce dessin-là dans le stationnement du cégep. Ensuite de ça, on va partir à 1h30, marcher, se rendre à l'hôtel de ville où est-ce que le maire va nous attendre. À ce moment-là, puis là, une autre chose qu'on demande aux gens, c'est d'apporter des dessins. On demande aux enfants de dessiner en quoi ce qui est précieux pour eux sur Terre. Donc, l'illustrer, puis on va remettre ça ensuite au maire. Pendant la marche, on va avoir aussi une artiste en art visuel là, qui va faire une performance en lien. C'est une artiste qui a une pratique au niveau environnemental. Puis au retour, là, c'est une nouvelle de dernière minute que j'ai appris tantôt avant l'entrevue, on va planter un arbre au cégep. Donc, on a plusieurs gestes symboliques. Ça va être festif, ça va être joyeux, puis ça va faire du bien à l'âme de tout le monde. Donc, vous partez du cégep, vous allez jusqu'à l'hôtel de ville et vous revenez au cégep ensuite? Oui, c'est ça, en plein ça. Fait qu'à peu près, on figure 4 km de marche à peu près.
OK. Quand on regarde l'expérience des dernières années, est-ce qu'il y avait quand même une participation soutenue? Est-ce que vous vous attendez même cette année, d'autant que les gens n'ont pas tant d'activités que ça? Est-ce que vous attendez même justement à la limite à avoir peut-être même un bon succès cette année? C'est difficile à évaluer, honnêtement. Moi, c'est la première marche que j'organise. Là. Avant ça, il y a eu la mobilisation du 19 mars. Ceux qui sont passés sur séminaire proche du coin Saint-Louis, on était une petite gang avec nos pancartes et tout. Mais c'est ça, pour de vrai, c'est dur à évaluer. Je sais pas, Marie-Noëlle... Allez-y. Bien, moi, j'espère qu'on va être plus nombreux. Je pense, tu sais, à chaque année, moi, j'ai vu une évolution là, de la marche. Là. Tu sais, au début, je pense qu'on était une dizaine là, dans les premières années qu'il y a eu le Jour de la Terre, qu'on a marché à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, après, ça augmentait. Là, tu sais, je me dis que ça va augmenter encore, j'espère. J'espère. Surtout que j'ai comme l'impression que la sensibilisation, elle se fait maintenant à vitesse grand V. Autant où on en parlait il y a 10-20 ans, puis ça paraissait extrêmement loin. Je pense que là, les gens sont à même de constater la menace des changements climatiques. On les constate, la densification versus, évidemment, l'étalement urbain. Bref, je pense que là, les gens voient du concret et que là, ils sont davantage peut-être interpellés qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans ou 10 ans. Là. Ah oui, on les constate, les changements, puis on est dedans. T'sais, on a tendance des fois à parler des changements climatiques ou de la crise climatique comme si c'était dans 15, 20, 50 ans, mais dans les faits, on est déjà dans les changements, dans le réchauffement, puis ça a plusieurs effets. Là. Madame Prudhomme, à vous le mot de la fin. Eh bien, venez en grand nombre. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous participiez au dessin collectif qui va être super sympa. Puis, c'est ça. Bien, merci beaucoup de votre invitation. C'est vraiment gentil de nous offrir cette belle visibilité-là. Bien, ça fait plaisir. Donc, on invite les gens ce samedi, dès 13h, départ du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Port du masque et distanciation, évidemment. Donc, cette marche du Jour de la Terre à Saint-Jean-sur-Richelieu qui va culminer jusqu'à l'Hôtel de Ville et retour donc au cégep par la suite. À vous deux, merci beaucoup puis bonne chance. Merci beaucoup. Un gros merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Bravo à l'International de Montgolfière pour son Pico-Parc l'été dernier qu'on a un peu créé en catastrophe avec la pandémie. Le Pico-Parc a remporté le prix Innovation et créativité au gala hommage du chapitre MPI Montréal-Québec. Alors, encore une fois, bravo aux organisateurs qui se sont virés sur un 10 sous pour permettre une organisation l'été passé avec le Pico-Parc. À demain. Bye-bye.